Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Ricord, consultant en agro-business, terme désignant l'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture. Arrivé en Roumanie en 2001 en tant que coopérant, attaché agricole à l'ambassade de France à Bucarest, Sébastien Ricord est également le cofondateur de l'association AIDE, qui fait la promotion de l'agriculture durable. Avec lui, nous allons donc parler du secteur agricole en Roumanie, sans l'intention évidemment d'être exhaustif, de traiter tous les sujets, vu que le domaine est très vaste. Sébastien Ricord, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est avec grand plaisir. Alors, je vous propose de commencer par un tableau général, sans trop rentrer dans les détails. Quels sont, d'après vous, les principaux problèmes aujourd'hui du secteur agricole en Roumanie? Voilà, effectivement, c'est un vaste sujet. Les grandes lignes. D'abord, il faut bien noter quand même que l'agriculture en Roumanie, c'est un secteur assez important, même incontournable, on peut dire. Donc, il faut le prendre avec toute la considération qui va avec. Alors maintenant, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a pu voir des problèmes et certains perdurent depuis tout ce temps-là et puis d'autres sont apparus avec la mondialisation un peu des pratiques agricoles. Alors dans les grandes lignes, pour juste recadrer un petit peu le sujet, des problèmes assez constants, c'est au niveau du cadastre, parce que ça c'est un peu hérité de la restitution des terres qui a suivi la révolution en fait de 89. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet délicat et compliqué et aucune volonté politique n'a réussi à résoudre un peu ce problème-là. Donc, on a des petits problèmes de type de propriété qui sont plus ou moins validés ou pas. Le fait est que pour un agriculteur, c'est assez compliqué d'avoir une certaine sécurité sur les terres qu'il va travailler. Il n'est jamais sûr que l'année suivante, il va travailler exactement les mêmes terres, ni même les mêmes surfaces. Donc, le cadastre, excusez-moi, je vous coupe, Sébastien Ricord, le cadastre, donc, qui veut dire grosso modo la délimitation des terres. Oui, voilà. Alors, dans le cadastre, il y a ces deux aspects, la délimitation des terres et une fois qu'on a délimité, savoir qui est le propriétaire, sachant qu'une fois qu'on a identifié le propriétaire, c'est plus facile pour un agriculteur d'aller faire un contrat avec celui-ci. Donc, on a ce problème-là qui perdure et on est en train de le contourner en disant finalement le plus important, c'est plutôt de faire un remembrement pour avoir des parcelles de taille assez conséquente pour être travaillé plus facilement et puis résoudre les problèmes législatifs peut-être dans un deuxième temps sans empêcher l'agriculteur de travailler, d'avoir finalement un outil de travail relativement stable pour qu'il sache après année s'il peut continuer à travailler là-dessus. Ça, c'est un premier sujet qu'on entend régulièrement. Un autre sujet qui dure depuis un certain temps, c'est aussi le problème de l'eau et de l'irrigation. La Roumanie est un pays qui est sur les mêmes latitudes, plus ou moins que la France. Donc, on a un climat à 4 saisons, un climat tempéré, mais continental. C'est-à-dire que c'est surtout l'hiver et l'été qui sont bien marqués. Le printemps et l'automne le sont un peu moins. Mais au final, on a aussi une période, des précipitations qui sont un peu plus faibles qu'en France, parce qu'il y a une influence océanique qu'ici, on n'a pas. Et on a en fait un été qui est relativement chaud et ça a besoin d'eau. Et donc, on a un souci là-dessus, sachant que l'approche jusqu'à présent, c'est surtout une approche de vouloir construire des infrastructures assez lourdes, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut résoudre cela avec des infrastructures peut-être plus petites, mais qui vont permettre de desservir une certaine zone. Donc, par exemple, c'est un petit barrage de rétention dans une zone collinaire. Ça permet de faire une réserve d'eau pendant l'hiver et au printemps, l'été, les agriculteurs qui sont autour de cette réserve peuvent l'utiliser sans de grands canaux bétonnés, etc. Donc, ça, c'est deux principaux problèmes. Après, on a des choses qui sont un peu plus structurelles, mais qui s'améliorent petit à petit, notamment tout ce qui est valeur ajoutée, c'est-à-dire que l'agriculture roumaine a tendance à être assez performante, mais on a un petit manque par rapport au fait que le produit pourrait être transformé et apporter plus de valeur à l'agriculteur en premier lieu, et éventuellement à une filière de transformation, et donc à l'économie du pays dans un deuxième temps. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut encore mieux faire. Donc voilà, ça fait un peu partie des problèmes. Et puis moi, j'ai envie de rajouter quand même
des choses qui me chagrinent un peu. Je trouve que le niveau de l'éducation, de la formation des gens, que ce soit au niveau de la culture, mais surtout tout autour, elle pêche un peu. Elle est assez ancrée dans une ancienne vision, et aujourd'hui on a des connaissances qui sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus agronomiques, qui permettent de faire des choses performantes en optimisant les moyens, c'est-à-dire qu'avec les moyens similaires, voire avec un peu moins, on peut faire aussi bien, voire mieux. Et donc là, c'est clair qu'il faut, il faut de la connaissance, en fait, il faut du savoir-faire, et là, ça manque un petit peu. Et puis, on a des soucis qui étaient liés à ce problème d'irrigation. C'est quelque chose qu'on commence à voir, mais qui est vraiment induit par les perturbations climatiques qu'on observe depuis quelque temps. Mais là, on a des phénomènes assez extrêmes. C'est que pour une partie sud du pays, on a un vrai souci de désertification. Et là, il faudrait vraiment avoir des gens compétents pour traiter le sujet d'un point de vue agronomique et essayer de ralentir ça. On peut avoir des choses assez extrêmes qu'on connaît dans le Sahara, où on voit une ceinture verte qui est en train d'être plantée pour essayer de ralentir le désert et quand même de continuer à permettre une certaine agriculture. Ici, on n'a pas de également, oui. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est un pays, la désertification qui est un problème qui touche d'autres pays européens. Ça concerne beaucoup de pays. On pense souvent à la désertification sur des contrées très arides, mais en fait, y compris dans des pays européens, comme vous l'avez mentionné, qui sont avec un climat tempéré, malgré tout, ces conditions extrêmes que l'on voit de plus en plus souvent, qui avant étaient peut-être d'abord moins extrêmes et puis surtout moins régulières, donc la nature avait le temps et l'agriculture pouvait un petit peu réparer les choses, mais avec le temps, aujourd'hui on n'a plus le temps entre deux phénomènes, et en fait, les uns après les autres, l'effet de désertification et le fait de pouvoir remonter un petit peu des particules plutôt sable et un sol qui est beaucoup plus pauvre finalement, ça c'est un souci. Alors que l'on connaît, on a aujourd'hui des moyens agronomiques pour contrer ça. Et un dernier sujet qui est peut-être lié aussi à une particularité de l'agriculture en Roumanie, c'est quand même que c'est une activité qui demande beaucoup de capitaux, qui les immobilise, donc beaucoup d'argent en fait, qui va être immobilisé dans la terre, dans du machinisme, dans des équipements qui sont assez coûteux, alors que la rentabilité, elle dépend en grande partie du savoir-faire, ça j'en ai parlé, mais aussi quand même des conditions extérieures, donc de la météo. Et ça, d'une année sur l'autre, on ne sait jamais si on va voir une bonne ou une mauvaise météo. Donc par rapport à des industries plus classiques qui sont avec une grande visibilité, là, la visibilité est faible et donc ça attire pas beaucoup les capitaux. Pourtant, il y en a besoin. D'accord. Alors, une question maintenant concernant l'agriculture de subsistance. Personnellement, ça fait des années que j'entends la critique, une critique habituelle concernant le secteur agricole, c'est que c'est un domaine qui est resté dans une agriculture donc de petites parcelles de subsistance. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus de critiques vis-à-vis de l'agriculture intensive, notamment celle qui utilise certains types de fertilisants. Alors, est-ce que, quelque part, la Roumanie, avec cette agriculture de subsistance qui est souvent critiquée, pourrait peut-être arriver à un modèle de compromis? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, c'est un sujet qui est assez récurrent dans le milieu, à savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Alors, si on définit l'agriculture de subsistance par effectivement plus de la moitié de la production d'une ferme, et a priori ça va être plutôt une petite ferme, sert à l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on produit ces tomates pour les manger, on tue le cochon à Noël, typiquement, bon ça c'est des choses que l'on connaît, qui sont traditionnelles, et c'est très bien. Alors, quand on réfléchit un petit peu, quand même 50% de la production ou plus qui est en autoconsommation, ça veut dire très concrètement que pour certains foyers, finalement, parce que ça ne permet pas de faire vivre beaucoup plus que ça qu'un foyer, une bonne année, ça va être peut-être 50%, et puis donc le surplus, ils iront le vendre au marché du village ou sur un bord de route, comme on peut connaître un peu partout sur le pays. Une mauvaise année, ça veut dire qu'ils auront 90 ou 95% de leur production qui leur servira pour vivre. Si c'est une très mauvaise année, ils n'auront peut-être même pas assez, en fait.
Donc, ça veut Petite dire que… parenthèse, Sébastien Ricord, excusez-moi, question que j'aurais dû vous poser avant. Le secteur agricole dans l'économie roumaine, ça représente quoi? Et cette agriculture de subsistance, au sein de ce secteur, elle représente quoi? Alors, dans le PIB, puisqu'on a une agriculture qui est assez dépendante en fait des commissions météo, une bonne année, donc ça fait beaucoup d'entrées d'argent, ça va représenter un peu plus de 5% du PIB, peut-être vers 6 ou 7, ça peut monter beaucoup. C'est davantage. Après, ça va descendre en dessous, c'est l'année mauvaise. Encore une fois, on parle que de l'agriculture parce qu'il y a relativement peu de transformation. Et j'aurais peut-être dû effectivement détailler cela aussi. On a en Roumanie la possibilité de cultiver quand même beaucoup de choses que vous pourrez reconnaître sur les zones tempérées, sauf qu'en fait, les points forts de la Roumanie sont essentiellement sur les céréales. C'est-à-dire qu'en termes de légumes et fruits, on est un petit peu à la peine. Donc, on a une production qui ne permet pas de couvrir les besoins de la Roumanie, alors qu'au niveau des céréales, le blé, le maïs, le tournesol, nous sommes exportateurs. Et bon, on l'a vu avec l'actualité récente, mais la Roumanie avait l'habitude de fournir en blé, toujours l'habitude puisqu'elle peut le faire, des pays comme l'Égypte ou la Syrie avant la guerre chez eux, etc. Donc là-dessus, ça c'est un point fort. Et les autres points faibles, finalement, c'est le secteur animalier aussi, donc tout ce qui est zootechnique, tout ce qui est bon, sur la volaille, les œufs, on s'en tire encore bien, mais la Roumanie était très forte sur le secteur porcin, et aujourd'hui, on l'est bien moins. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la viande qui, malheureusement, doit être importée pour être transformée dans la charcuterie que l'on connaît ici. Et puis, sur le secteur laitier aussi, peut mieux faire. On a beaucoup de fermes qui sont avec très peu de vaches, en fait, 2, 3, 5, jusqu'à 10 vaches maximum. C'est clair que c'est un petit peu compliqué pour avoir derrière une industrie laitière qui va collecter, transformer et avoir vraiment une vraie valeur ajoutée dans le secteur. Donc, on a aussi là un petit problème de quantité d'approvisionnement avec des industriels qui sont parfois obligés d'importer de la poudre de lait parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment sur le marché local, ce qui est encore une fois dommage parce que le potentiel est ici. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes. Quand on parlait de formation comme étant un problème plus tôt, ça aussi, ça peut en faire partie. C'est-à-dire que cette agriculture de subsistance, c'est des gens qui aujourd'hui d'abord ont un certain âge, mais quand bien même, il aurait fallu qu'ils aient une formation peut-être et un accompagnement par des structures peut-être publiques. À un moment, il y a eu un réseau équivalent à ce qu'on a chez nous de chambre d'agriculture qui pouvait faire du conseil sur les petites structures comme ça pour des gestes d'hygiène et de sécurité par rapport aux maladies porcines, par exemple. Et aujourd'hui, on a un sujet assez important qui contribue d'ailleurs au problème du secteur porcin, c'est qu'il y a la fièvre porcine africaine qui n'est pas que africaine, mais qui se retrouve en Europe. On sait très bien la contenir. Suffit de respecter un certain nombre de gestes, comme nous avons eu des gestes barrières par rapport à des maladies humaines. En fait, on a les mêmes choses sur les maladies animales, donc on pourrait très bien contenir ça, sauf qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, par méconnaissance, ou parfois parce que c'est leur moyen de subsistance, donc ils vont pas trop se permettre d'aller déclarer au vétérinaire du village ou du département j'ai un problème dans ma ferme parce que eux ils en vivent quoi. Ils vont devoir manger ces poulets, manger ces choses-là, donc ils vont faire un petit arrangement peut-être avec quelqu'un qui a des connaissances vétérinaires, s'assurer que c'est pas dangereux pour eux. Par exemple, cette peste porcine africaine, elle est pas dangereuse pour l'humain, par contre elle est pour les animaux. Et finalement, ils vont faire ça un petit peu en douce pour quand même sauver un petit peu l'équivalent des revenus finalement. Ouais, et ces retards dont vous parlez, Sébastien Ricord, notamment concernant les fruits et légumes ou la filière porcine, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser que ils peuvent devenir des avantages parce qu'une agriculture durable, avec, comme vous le dites, davantage de formation, pourrait être plus facilement applicable ici, alors qu'à l'ouest, dans d'autres pays agricoles où tout est déjà très industrialisé, très intensif, eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Alors, effectivement, vous faites bien de le souligner parce que, comme je vous disais, cette agriculture-là de subsistance, elle entretient quand même une certaine pauvreté et c'est pas souhaitable. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même des gens qui sont parfois
enfin qui sont relativement éduqués, mais qui sont pas du tout du secteur rural ou agricole, mais qui se reconvertissent parce que peut-être qu'ils ne veulent plus vivre en ville, qu'ils ont envie d'une vie un peu ouverte, qui se mettent sur effectivement des petites fermes. Alors là, avec une visée quand même commerciale, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'autoconsommation, mais ils sont quand même sur des petites structures. Donc, on sort de la subsistance parce que le but est clairement de rentrer dans le circuit économique, mais pas forcément avec de très grands volumes, mais avec des volumes adaptés. Et là, pour la peine, travailler un produit de qualité. Donc, effectivement, ça, c'est une opportunité. Et c'est surtout une opportunité, par exemple, pour avoir des produits locaux, donc avoir des circuits courts. Donc, ça veut dire que peut-être qu'à Bucarest, on n'aura pas des produits qui nous viendront d'Arad ou des Maramuresh. Et j'ai envie de dire, tant pis, moi, j'aurais plaisir à les découvrir quand j'irai en vacances par là-bas. Par contre, ce qui est bon, c'est effectivement d'avoir ce type de circuit court. Et puis après, c'est aussi peut-être l'opportunité de mettre en place une agriculture, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément du secteur, donc ils vont avoir une approche nouvelle. Alors que l'agriculteur, que ce soit partout, mais pas seulement en Roumanie, il a tendance à être assez conservateur. Donc, il fait comme il a appris, comme il a vu ses parents et ses grands-parents faire. Ça fonctionnait bien avec ça et c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on sait plus encore, on sait mieux faire. Et ce conservatisme, finalement, empêche de faire mieux. Donc, on reste dans du bien qui est un peu moyen, mais aujourd'hui, on pourrait quand même faire mieux, ce qui est dommage. Et ces jeunes-là, quand ils s'installent, justement, ils apportent cette différence. Donc oui, c'est une chance d'avoir parfois des petites structures qui permettent, là encore, de faire un revenu significatif et assez confortable pour effectivement pour parfois un couple ou pour une petite structure où ils vont être quelques-uns à travailler dessus, généralement moins d'une dizaine, avec des produits qui là pour la peine seront transformés, élaborés. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est encore incipient, c'est-à-dire qu'on en voudrait plus. J'espère qu'à l'avenir il y en aura encore plus, mais pour l'instant c'est vraiment un début. Alors ça peut être sur des fruits, des légumes. On connaît sur les grandes villes de Bucarest, Cluj, Timișoara, je sais qu'il y a des systèmes de paniers légumes où on s'abonne et puis on va recevoir un petit peu comme les AMAP en France. Là, c'est des structures complètement privées, mais le fonctionnement est un peu similaire. Donc oui, ça c'est des choses que l'on voit et qui nous donnent espoir que ça va aller en s'améliorant. Alors, concernant les grands propriétaires terriens, vous allez nous dire qui ils sont, ce qu'ils font. J'imagine que pas mal travaillent dans le secteur céréalier, comme vous l'avez mentionné. Et quand vous dites qu'il y a besoin de financement important dans l'agriculture, d'un autre côté, il y a les fonds européens, il y a une politique agricole commune qui aide pas mal le secteur agricole. Donc, il y a quand même moyen de se développer et d'avoir du profit dans ce secteur-là, mais peut-être que pour certains acteurs. Alors, c'est vrai que d'abord pour recerner le profil des agriculteurs, des grands agriculteurs, notamment sur les céréaliers, parce qu'on va souvent parler de ça après, ce sont souvent, dans les années 90, des gens qui travaillaient déjà dans l'agriculture, dans les structures comme les CAP ou les IAC, qui sont les anciennes fermes d'État, l'équivalent un peu des sovkhoz, kolkhozes, dans les structures soviétiques. Et finalement, ils ont repris, parce qu'ils connaissaient bien la zone, ils connaissaient bien la ferme, et ils ont repris un petit peu la ferme. C'est des gens qui ont un très bon bagage technique, mais ils n'ont pas eu une formation de gestion, une formation économique très poussée, parce que avant l'économie était planifiée, donc en fait ils avaient quasiment une commande, il fallait qu'ils produisent et qu'ils livrent un peu plus loin, donc ils se souciaient un petit peu de tout ça, et puis il n'y avait peut-être pas le même souci d'efficacité, de rentabilité de la structure elle-même. Puisque ce n'était pas un critère d'évaluation par rapport à leur performance, c'était surtout la performance technique. Donc, on a des gens qui ont développé d'assez grandes structures, et puis on voit bien ceux qui ont en fait appris sur le tas ces aspects-là, et qui ont aujourd'hui des fermes assez modernes, et puis d'autres qui ont un petit peu de mal à décoller, alors qu'ils sont bons, mais effectivement, il leur manque un petit peu une partie du bagage. Bon, là, malheureusement, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu dommage parce qu'on sent bien que par rapport à d'autres qui font mieux, ils pourraient faire mieux eux aussi. Ça veut dire que ceux qui ont fait attention, notamment à leur production, à leur façon de produire, à leur façon de s'organiser, tant pour amortir le matériel, ça c'est une notion qui est quand même sur le moyen terme, c'est pas toujours évident pour tout le monde, bien gérer ses ressources humaines, etc.
on voit qu'ils sont capables de faire du profit. Effectivement, ils sont capables de faire du profit depuis, depuis le milieu des années 2000, c'est-à-dire après l'adhésion, c'est-à-dire même dire à partir des années 2010. Moi, sur les premières années où je suis arrivé, d'abord, il n'y avait pas un soutien aussi fort parce qu'ils n'étaient pas dans l'Union européenne, donc c'était pas encore la PAC qui leur permettait de recevoir des subventions à la surface. Et malheureusement, ils ont enchaîné 3 années quasiment, selon les zones du pays, c'était sécheresse, inondation ou inondation, sécheresse. Donc, c'est pas évident quand on est un petit peu livré à soi-même, qu'on n'a pas de soutien et qu'il n'y a pas d'aide européenne. Donc, aujourd'hui, avec les aides européennes, ça leur permet d'avoir quand même un peu un minimum. Et en général, ils pratiquent, excusez-moi, je vous coupe une nouvelle fois, ils pratiquent une agriculture donc évidemment plus intensive que l'agriculture du petit paysan, mais est-ce qu'ils suivent en général les pratiques, les normes européennes, encore une fois en termes de fertilisation, pour que précisément les produits soient les meilleurs possibles pour le consommateur? Alors là, il y a plusieurs profils et c'est selon un petit peu, je dirais, leur bagage ou sinon l'apprentissage qu'ils ont eu sur le temps. J'ai observé des gens qui, par exemple, étaient un petit peu légers sur la partie fertilisation. C'est-à-dire que ils obtenaient des rendements parce que finalement, les plantes, elles pompaient un peu plus dans le sol que ce qu'eux-mêmes, ils avaient apporté. Alors après, on peut apporter de la fertilisation synthétique ou du compost qui est organique et qui est naturel. Il faut toujours donner à manger à ces plantes, quelle que soit la source de nourriture. Si la plante elle n'a pas assez par rapport à ce qu'on lui a apporté, elle va puiser dans le sol. Ça peut durer un petit moment, mais à un moment, le sol va s'épuiser. Et si d'ailleurs on revient sur les problèmes de désertification, c'est que les sols sont épuisés. Donc là, on a clairement touché du doigt un peu une limite à la fois de la formation et puis qu'ont reçu ces gens-là et leur façon de travailler. Donc on a un petit peu des profils de gens qui vont être un peu à l'économie et qui vont pas vouloir trop investir dans la culture et pas dépenser trop d'argent sur fertilisation, protection contre les insectes ou les maladies, donc ce qu'on appelle les pesticides méchamment, mais effectivement ça répond aussi, c'est comme nous quand on est malade on se soigne. Donc eux ils sont vraiment soumis aux conditions de la météo, c'est-à-dire que si l'année est propice à la culture, ils auront une très bonne récolte, mais si elle l'est pas, ils auront une assez mauvaise récolte. Mais comme ils n'ont pas beaucoup dépensé finalement pour avoir cette bonne récolte, ils sont contents, ils ont un bon bénéfice. L'année qui est mauvaise, ils auront le sentiment de ne pas avoir perdu trop d'argent parce qu'ils n'auront pas trop dépensé sur la culture tout court. Donc c'est un petit peu aléatoire. Et donc au final, on arrive quand même à avoir des gens qui gagnent de l'argent, qui font sûrement plus de bénéfices que quelqu'un qui est en semi-subsistance. Par contre, des années très très mauvaises, et il y en a eu il y a 2-3 ans, il y a des gens qui ont récolté peut-être 10% de ce qu'ils récoltent habituellement. Ils sont plutôt autour de 5 tonnes de céréales, ils ont fait 500 kilos. C'est clair que dans ces conditions-là, même celui qui a très peu dépensé, il a perdu de l'argent, quoi qu'il arrive. Et quand on multiplie par des surfaces importantes, on perd beaucoup d'argent. Et qu'en est-il, Sébastien Ricord, des investisseurs étrangers? Sont-ils plus nombreux et quel pourcentage représente-t-il je suppose qu'on parle de grands propriétaires? Oui. Alors, effectivement, on a parlé de l'agriculture de subsistance. Elle n'intervient pas du tout à la marge dans la construction de l'économie et donc dans la part de PIB qu'on a présenté plus tôt. Et cette agriculture-là, elle occupe quand même beaucoup de surface. Elle occupe un peu moins de la moitié quand même de la surface agricole. Peut-être autour de 40% aujourd'hui. Petit à petit, avec le temps, ça diminue, mais c'est quand même assez important. Et donc, finalement, on a ces grandes fermes qui contribuent à l'économie qui sont sur l'autre moitié. Alors, dans ces grandes fermes, il y en a qui travaillent plus ou moins bien, je l'ai dit, et on a quand même un certain nombre d'investisseurs étrangers qui sont venus en Roumanie. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé, on nous a fait croire qu'ils allaient reprendre tout le pays. On n'a jamais vu personne qui allait acheter des terres et puis qui allait partir avec ailleurs. Ils viennent ici pour cultiver en Roumanie et quand ils vendent en Roumanie, donc toute la valeur ajoutée se fait ici, le matériel est acheté en Roumanie, les employés sont roumains, donc parfois même, à part les capitaux, il y a rien d'étranger, c'est-à-dire que toute la ferme, elles sont roumaines, quoi. Donc là-dessus, je pense que faut juste clore le débat par rapport à la présence des étrangers. On a plusieurs profils. On a par exemple un certain nombre de Français qui sont venus ici, notamment dans les années fin des années 90, mais beaucoup dans les années 2000, début des années 2010.
Ce sont des agriculteurs. Ils avaient une ferme en France et ils ont voulu diversifier, ou parfois leurs parents avaient une ferme et puis eux, ils étaient encore assez jeunes, ils voulaient s'installer. Bon, les parents allaient rester peut-être un petit moment encore sur la ferme, donc ils ont dit, moi, je vais m'installer ici en Roumanie, il y a possibilité de reprendre une ferme. Souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont pas acheté les terres, c'est-à-dire qu'ils vont les louer. Parce que acheter de la terre, ça coûte relativement cher et on n'a pas toujours les moyens de se le permettre. Donc, on préfère louer et payer un fermage chaque année au propriétaire. Être propriétaire pour un étranger, c'est possible. Je crois qu'il y a pas si longtemps que ça, c'était pas possible en Roumanie. Est-ce que vous pouviez me clarifier cette... Alors, dans les grandes lignes, ils ont essayé de mettre des limites, sauf que ça allait en contre le droit européen, en fait, qui permet à tout un chacun de pouvoir libre circulation de personnes, de marchandises, de capitaux et droit de propriété. Donc, ça a été assez compliqué. Ils ont essayé de le limiter très rapidement. En fait, c'est même pas très rapidement parce que les étrangers, avant l'adhésion à l'Union européenne, déjà, ils pouvaient pas. Donc, ils ont créé des sociétés et puis ils sont propriétaires d'une société de droit roumain et c'est cette société-là qui achetait les terres. Encore une fois, si tant est qu'ils avaient envie d'acheter des terres. Alors oui, ils ont envie parce que ça leur permet de sécuriser un petit peu ce qu'on parlait plus tôt par rapport au problème de cadastre. Donc ça leur permet d'être sûr qu'au moins ces terres-là, ils vont pouvoir les cultiver année après année. Maintenant, elles sont pas toujours très bien remembrées, c'est-à-dire qu'elles sont pas bien ramassées les unes sur les autres. Donc parfois ils font des échanges avec un voisin. Donc la terre dont ils sont propriétaires, c'est pas forcément celle qu'ils cultivent. Après, il y a eu d'autres étrangers qui sont venus, pas forcément pour cultiver, mais juste pour faire de la spéculation. Je pense, dans les années effectivement 2000, il y a un certain nombre d'Italiens dans l'ouest du pays qui ont fait ça. Et puis, quand les prix ont augmenté, ils ont revendu, parfois des Roumains. Donc, ça, c'est un mouvement spéculatif, pareil, sous forme de société. Donc, ça a été contourné, cette histoire de ne pas permettre aux étrangers d'être propriétaires. Une fois que les législateurs se sont rendus compte que la loi elle était assez limitée dans son impact, ils ont retiré ça. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand monde qui, à titre personnel, va vouloir acheter 1000 hectares parce que ça demande d'avoir une certaine fortune pour le faire. Et quitte à ce que ce soit pour de l'agriculture, on va préférer passer par une société, même si c'est pour pas cultiver soi-même, mais pour remettre ensuite en fermage à un agriculteur qui va lui s'en occuper. C'est toujours plus simple de passer par le biais d'une société pour des questions derrière fiscales, législatives, etc. Mmh. Donc la propriété les étrangers propriétaires de terrains agricoles en Roumanie, à titre personnel, ils sont peu nombreux. Via des sociétés, ils le sont un peu plus. Mais ils n'ont pas envahi le pays comme certains politiciens ont voulu le faire croire. C'était surtout à des visées électorales au moment donné. Par contre, surtout dans le secteur, dans le céréalier, dans le secteur céréalier. Oui, essentiellement. Oui, essentiellement. Oui, d'accord. Donc voilà pour la parenthèse sur la propriété réelle des terrains. Après, effectivement, donc il y a eu des investisseurs étrangers qui sont venus. Certains sont toujours là, donc, et qui cultivent. Je ne saurais pas dire exactement quelle part ça peut représenter dans la partie économique en fait de l'agriculture, pas de subsistance. C'est vrai que peut-être par rapport à d'autres pays européens, c'est un peu plus nombreux, mais je ne saurais pas dire exactement ce qu'il en est. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus. Donc, à part les Français, il y a des Danois, il y a des Espagnols, quelques producteurs italiens, et puis quelques fonds d'investissement arabes notamment. Donc là, c'est intéressant. Ils ont fait des investissements assez importants, sachant que là, encore une fois, ils ont racheté le capital, mais toute la structure de la ferme était managée par des Roumains et est toujours managée aujourd'hui par des Roumains. Une fois qu'ils ont produit leur blé, leur tournesol, leur maïs, etc. Alors peut-être qu'ils poussent à ce que ce soit un peu plus exporté vers leur pays, mais s'il y a une valorisation possible en Roumanie, ils vendent en Roumanie, donc c'est des placements pour eux. Ils cherchent une certaine rentabilité, et ça revient sur le fait que c'est quand même un secteur qui a besoin de capitaux, et ces gens-là, à partir du moment où ils mettent des capitaux dans l'agriculture roumaine, ils s'assurent pour la peine que les gens qui travaillent sur ces fermes-là ont la bonne formation. Et donc là, ça tire le secteur, je dirais, dans la bonne direction. Donc ça, c'est quand même un mouvement assez positif si on regarde dans l'ensemble. Voilà. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de techniques
dont vous m'avez parlé en préparation de cette émission et que vous essayez, je crois, de promouvoir. La première, c'est l'agrivoltaïsme qui permet d'associer production d'électricité photovoltaïque et agriculture sans artificialiser les sols agricoles. Et puis, vous m'avez parlé de l'agriculture régénérative pour capter et fixer le CO2 dans le sol, une technique aussi appelée carbon farming. Alors, rapidement, expliquez-nous un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces deux techniques et leur potentiel. Alors, vite fait sur l'agrovoltaïsme, effectivement, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est la possibilité d'utiliser des panneaux, mais de façon suffisamment espacée pour qu'il y ait encore de la lumière qui passe entre et qui permettent en fait d'avoir une culture qui pousse. Donc en dessous, on va mettre soit une prairie et laisser paître des brebis généralement. Les vaches, on évite parce qu'elles ont tendance à se frotter sur les poteaux et peut-être qu'elles peuvent un peu abîmer le matériel. Mais donc voilà, donc ça permet d'avoir soit une pâture, soit des cultures. Alors certains systèmes permettent même d'avoir des cultures céréalières, ce qui est un peu particulier parce que ça demande quand même du matériel qui est très large. Donc ça veut dire que les poteaux doivent être très espacés. Mais sinon, on trouve plus facilement tout ce qui est légumes, parfois des protections de verger ou voire même des protections type serre. C'est-à-dire qu'on va avoir des ombrières qui permettent en fait, de faire comme un microclimat. Un microclimat qui va en fait selon les conditions qu'on va observer au niveau du sol, en fait, on va favoriser la culture le temps qu'il y ait une culture sous les panneaux. Et lorsqu'il n'y aura plus de culture, donc on va favoriser absolument la production d'électricité. Et lorsqu'il y a cette culture, on va créer un microclimat, c'est-à-dire qu'on va soit étaler plus les panneaux pour qu'il y ait un peu plus d'ombre et éviter des températures trop excessives et un stress de la culture lié à la chaleur ou aux rayons solaires directement. On peut aussi contrôler parfois, ce qui est peut-être un phénomène que vous avez observé, c'est que quand le ciel est dégagé, souvent il fait plus froid parce que les nuages font un petit peu effet de serre. Et là, c'est pareil, on va étendre les panneaux quand on est au printemps pour garder un peu de chaleur et éviter les gels tardifs de printemps. Donc, on peut protéger contre le gel, on peut protéger contre les excès de chaleur et on peut réguler un petit peu l'humidité. Donc, on crée un microclimat. Généralement, ça améliore la production agricole en dessous. Et puis, voilà, aujourd'hui, ça répond donc à deux enjeux. C'est qu'il faut améliorer cette production agricole parce qu'on a vu que au niveau alimentaire, la tendance, c'est quand même essayer de revenir à une souveraineté agricole en Europe. Donc, c'est la première chose. Et on a un besoin d'énergie de plus en plus important et on va étaler très certainement la partie photovoltaïque parce que les énergies renouvelables doivent faire partie du mix de production sur tous les pays. Alors bien sûr, il y a toutes les surfaces qui sont déjà bétonnées, que ce soit un toit d'immeuble, un parking, etc. Mais on a vu il y a quelques années beaucoup de terres agricoles qui sont devenues artificielles parce qu'il n'y avait que des panneaux dessus. Là, ça permet justement de bénéficier de surfaces supplémentaires sans condamner la production agricole. Donc on peut avoir les deux en même temps au même endroit avec un effet en plus bénéfique, y compris sur la partie agricole. Il n'y a pas vraiment de perte là-dessus. Donc ça, c'est un premier sujet. Et j'espère que la Roumanie prendra le train avec des pays comme la France, l'Italie, qui sont déjà assez ouvertes à ça. Il y a des entreprises grecques aussi ou suisses qui proposent des solutions. Ça a solutions. commencé en Roumanie ou pas du tout? Aujourd'hui, il y a des discussions sur l'agrivoltaïsme pur, ça n'a pas encore commencé, mais il y a des discussions qui sont bien entamées pour justement mettre en place ce qu'on appelle un démonstrateur, c'est-à-dire déjà une petite ferme pour inviter les gens à leur montrer que c'est possible et dans quelles conditions c'est possible. Maintenant, le photovoltaïque, ça se développe très bien, y compris jusqu'au Danemark, donc c'est pas vraiment un problème de latitude. La Roumanie est plutôt bien positionnée par rapport à ça. Et comme je disais, il y a quand même des entreprises, y compris en Suisse, en France ou en Italie, qui proposent des solutions par rapport à ces technologies. Alors après, ils ont des mécanismes chacun qui est un petit peu particulier, soit d'ombrières, soit de panneaux orientés, mais au final, l'idée est toujours la même, d'avoir une combinaison des deux, électrique et agriculture, et créer un microclimat pour la partie agricole. Donc les choses vont arriver. Ce qui serait assez plaisant, c'est quand même de voir que l'agriculture, la Roumanie pourrait saisir un petit peu l'opportunité et se positionner là-dessus au même niveau que ces pays de tête que j'ai cités à l'instant.
Donc, j'ai bon espoir et puis j'espère pouvoir pousser un petit peu plus ces sujets-là de mon côté. Le deuxième sujet que vous avez mentionné, c'est tout ce qui est agriculture régénérative ou agriculture de conservation des sols, qu'on regroupe généralement sous le terme de carbon farming. En fait, ça rejoint déjà des sujets qu'on a un petit peu abordés plus tôt, c'est-à-dire d'avoir une approche agronomique un peu plus poussée pour favoriser, je dirais, le fait de ne pas tomber malade, déjà dans un premier temps. Parce qu'on dit, oui, on utilise trop de pesticides. Le plus simple, quand on ne sait pas tomber malade, comme ça, on n'a pas besoin d'antibiolotiques ni rien. Pour les plantes, c'est un peu pareil. Donc, aujourd'hui, on sait faire. Mais avant d'en arriver là, déjà, cette agriculture régénérative, en fait, on parle de régénération, mais par rapport au sol. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a négligé le sol. Moi, je me souviens dans mes études, c'est vrai que c'était surtout décrit comme un support pour mettre une culture, et puis derrière, on allait tout apporter à la culture. À la rigueur, ce serait du polystyrène, ce serait pareil, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le sol est beaucoup plus complexe que ça, et en fait, on peut l'utiliser pour améliorer sa culture. Donc, le tout est de bien le comprendre, et en fait, de régénérer plus de vie dans le sol. Donc ça, c'est comment, enfin, c'est assez simple. Finalement, ça consiste à ce que certains disent cultiver le soleil, c'est-à-dire ne pas trop avoir de moments où la surface est nue par rapport après après avoir récolté une culture, souvent on va faire un labour, des choses comme ça. Là, le sol se retrouve nu. C'est un peu dommage parce que sur ce sol-là, il y a beaucoup de rayons de soleil qui arrivent et les plantes, elles ont leur propre usine à énergie qui s'appelle la photosynthèse, qui permet en plus de produire des choses, et pour ça, elles utilisent du carbone. Donc, on s'est dit, non seulement c'est de l'énergie qui est perdue parce que les rayons de soleil arrivent sur le sol et il n'est pas du tout valorisé. Au contraire, en plus, on a même perdu de l'humidité parce que ça a tendance à griller un petit peu tout ce qui va être sur les premiers centimètres. Donc, on dit, première chose, il faudrait couvrir le sol un maximum du temps de l'année. Et ça, on sait le faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, effectivement, on peut mettre une culture dite intermédiaire, un cover crop, une culture de couverture, qui ne sera pas commerciale, qui ne sera pas vendue, mais qui sera ensuite enfouie ou laissée à décomposer sur la surface. Le fait de décomposer, on se souvient le cours au lycée, ça va faire de l'humus et de la matière organique. Ces cultures qui sont laissées là à décomposer, pour croître, elles ont utilisé du carbone. Elles ont fixé le CO2 atmosphérique, on se souvient comment ça fonctionne, et ce carbone va finir dans le sol. Avantage, c'est que un sol qui est ainsi avec pas mal d'humus, en fait, il va se structurer d'une certaine façon un peu plus stable. Alors que s'il l'est pas, s'il y a beaucoup moins d'humus dans le sol, il sera un peu moins stable, plus friable et plus sujet à l'érosion. Donc déjà, c'est une façon aussi de combattre l'érosion. Une meilleure structure, ça veut dire qu'il va être un peu plus poreux. Et étonnamment, on ne se rend peut-être pas compte, mais à peu près la moitié du volume d'un sol, c'est de l'air. Et donc ces pores, ils peuvent se remplir d'eau. Donc plus il y a de pores, et quand il pleut, ça fait une plus grande réserve d'eau. S'il y a moins de pores, une plus petite réserve d'eau. C'est-à-dire que quand il pleut, il y a une partie qui va remplir la réserve, l'autre partie qui va ruisseler et partir à la rivière. Plus la réserve est importante, mieux c'est, et mieux c'est pour la culture par la suite, parce que la culture commerciale qui va suivre, elle va pouvoir bénéficier d'une meilleure réserve d'eau. Cet humus, à un moment, il va se minéraliser. Ça veut dire de l'engrais. On en a parlé plus tôt. C'est une façon d'apporter une espèce de compost. Mais au lieu de composter ça et puis d'apporter le compost tout près, ça va composter sur place dans la parcelle. Donc déjà, on a vu que rien que ça, on avait quand même beaucoup d'avantages. Et maintenant, il y a un avantage supplémentaire pour l'agriculteur, c'est qu'il y a des programmes qui vont permettre de rémunérer finalement l'agriculteur pour qu'il mette en place. Des programmes au niveau européen ou Alors, il y a des initiatives qui sont dans plusieurs pays, effectivement. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau européen. Au niveau public, ça prend un peu plus de temps parce qu'effectivement, faut quand même bien s'assurer que les pratiques agricoles ont évolué et permettent ce captage de carbone. Après, on fait généralement des analyses de sol. On regarde combien il y a de carbone dans le sol. On fait des analyses un peu plus tard et on peut voir la différence. Et on rémunère par rapport à ce qui a été engrangé dans le sol. Donc, il y a des choses publiques. Et puis, il y a des entreprises privées qui vont faire le lien entre un agriculteur qui a ces pratiques-là et une entreprise qui veut acheter du carbone, du crédit carbone, et qui va donc payer pour ça. Et donc, eux, ils font le lien, ils s'assurent qu'effectivement, ils peuvent certifier que le carbone est bien stocké dans le sol et rémunérer l'agriculteur par rapport aux entrées d'argent qu'ils auront eues de l'autre côté.
et s'assurer que ça tienne. Alors, pour la petite histoire, il faut quand même savoir que à la COP21 de Paris, après l'accord de Paris, il y a eu la création d'une initiative 4 pour 1000. 4 pour 1000, ça veut dire que si on augmente de 4 pour 1000, et on pense que la plupart des terres agricoles dans le monde le permettent en moyenne, donc ça veut dire 0,4% de matière organique dans le sol chaque année. On peut faire ça pendant facilement 10 ou 20 ans. À un moment, le sol va se saturer, mais il y a une marge de progression qui est quand même assez importante, notamment dans les sols agricoles d'Amérique du Nord, d'Europe, y compris de Russie, ou enfin ces zones tempérées, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Amérique latine aussi. Il y a un gros potentiel là-dessus. Donc seulement ce 4 pour 1000 sur l'ensemble des terres agricoles cultivées dans le monde permettrait de compenser les émissions de CO2 dues à l'activité humaine. C'est-à-dire que grosso modo, on serait à zéro. Et en fait, tous nos efforts que l'on a sur le climat pour réduire les émissions… Seulement avec 4 pour 1000, ah oui, d'accord. Seulement avec 4 pour 1000. Alors, aujourd'hui, malheureusement, tous les agriculteurs ne mettent pas en place ces procédures. Mais l'idée, en fait, de laisser des restes végétaux. Une autre technique qui va servir, c'est travailler au minimum le sol et surtout le moins profond possible, juste en superficie. Avoir une rotation de culture, donc une diversité de culture un peu plus large. Diversité de culture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'il y a une maladie qui est spécifique au tournesol et que le tournesol, je remets sur la même parcelle seulement 7 ans plus tard, ben, la maladie, entre-temps, elle a un petit peu disparu parce qu'elle n'a pas eu d'hôte pour se développer. Elle n'a pas de réservoir. Donc, finalement, quand revient le tournesol 7 ans plus tard, j'utilise moins de pesticides parce qu'il y a moins de chances que mon tournesol soit malade. C'est ce que je disais, il ne faut pas tomber malade, comme ça, on n'a pas besoin de se soigner. Ce qui veut dire que derrière, il faut quand même trouver 6 cultures à mettre entre mes 2 cultures de tournesol. Bon, alors on peut le maïs, on peut le blé, etc. Mais il faut quand même peut-être introduire des nouvelles choses, peut-être des protéagineux. Alors là, c'est intéressant, c'est que le protéagineux, du coup, on revient sur le fait que on mange beaucoup de viande parce que c'est dans la viande qu'on a de la protéine. Peut-être qu'on peut trouver des sources de protéines végétales. Alors, on parle du soja, qui est aujourd'hui très largement importé d'Amérique latine ou des USA. Peut-être qu'on pourrait produire d'autres types de protéines, des lentilles ou autres en Europe, avec le climat que l'on a ici. Et voilà, le tour serait joué, c'est-à-dire que on a cette agriculture carbonée, on travaille aussi sur notre régime alimentaire, et au final, on améliore encore plus, je dirais, l'impact sur les émissions de CO2. Surtout que les lentilles, c'est très bon pour la santé. Sébastien Ricord, on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour vos propos. On aurait pu parler de ce secteur avec vous plus longtemps, hein, mais en tout cas, je vous remercie pour votre travail de concision dans cet entretien. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, RFI Roumanie, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI Roumanie dès demain et sur le site rfi.ro. La semaine prochaine, rubrique Le micro du soir. Je vous remercie. Week-end Placout. Au revoir.